Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, le MAG Sud Radio pour revenir sur l'actualité du rugby, le top 14, la 16e journée, pour se projeter aussi sur l'autre match de la soirée. Ce sera le Racing face à La Rochelle, pour aborder, se projeter sur le tournoi des 6 nations qui arrive et qui sera là la semaine prochaine. Et puis aussi pour accueillir des invités prestigieux. Je le disais, Yoann Huget, une vie de rugby à 20h avec Philippe Sanguero, 20h15. Il y aura Joël Judge, le patron des arbitres à World Rugby. On parlera de France 2023 et de la Coupe du Monde, comment les arbitres l'abordent. Bref, vous le voyez, vous ne vous ennuierez pas, bien sûr. Alors vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio. On est là, on est prêt. Et surtout, on est bien entouré. Olivier Magne, Philippe Sanguero sont là, Alexandre Priam, bien sûr, Zach Pilon, toute l'équipe Sud Radio. Et là, c'est parti. Et Quentin Cabanis, bien sûr, qui est là aux commandes. Bonsoir, messieurs Olivier, Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on va rappeler quand même, Alexandre, les résultats pour ceux qui nous rejoignent de cette 16e journée du top 14, parce que il y avait du rugby de club, du rugby domestique, comme on dit. C'était un vrai faux doublon, mais on a eu quand même du vrai suspense, Alexandre. Notamment du côté de Castres Bordeaux-Bègles 23-18 entre Perpignan et Stade Français Paris 31-24. Toulon qui a perdu le bonus offensif face à la section paloise 27-16. Bonus offensif par contre pour Bayonne face à Brive 37-9. Et puis plus tôt dans ce samedi, la victoire bonifiée de Lyon face à Clermont 34-14. 34-14 effectivement. On va faire réagir nos consultants d'abord sur les résultats immédiats, ceux du multiplex. Olivier Magne, qu'est-ce que vous retenez des 4 résultats que l'on a énoncés parmi les 4 matchs qu'on a eus? La logique a été respectée, François. Donc je constate quand même que Bayonne, au creux de l'hiver, arrive toujours à maintenir quand même une cadence digne d'un potentiel qualifiable. Que les Castrés, dont on disait qu'ils étaient plus ou moins en difficulté, incapables peut-être de réagir face à une équipe comme Bordeaux-Bègles qui se devait de l'emporter à l'extérieur. C'est une équipe castraise qui a bien relevé la tête, voilà. Et puis peut-être le petit réveil des Toulonnais, même si tout n'a pas été parfait, c'est quand même intéressant de voir que Toulon a marqué 3 essais, revient dans la course. Donc c'est un championnat qui est plus serré que jamais. Revenons quand même sur la performance des Bayonnais. Ils étaient 7e, ils remontent encore dans le classement de ce top 14. Ils sont désormais devant Bordeaux-Bègles, 10-6 à la mi-temps. Et ils ont infligé ensuite un 27-3 quand même aux Brivistes en deuxième période. Philippe Sanguero, est-ce que cette équipe a l'étoffe d'un qualifiable, d'un top 6 en fin de saison? On est à la 16e journée et il en reste une dizaine encore. De match en match, elle en prend l'étoffe en tout cas, et puis après on sait comment ça se passe, hein. Il est question de dynamique de victoire, et c'est clairement la dynamique dans laquelle est cette équipe de l'Aviron. On a dit il y a quelques matchs déjà que après la course au maintien, ils pouvaient viser beaucoup plus haut parce qu'ils sont souverains à domicile et qu'ils ont été capables d'aller faire des coups à l'extérieur. Et puis au-delà de ça, en plus, ils ont la chance, parce qu'ils n'ont pas une grosse profondeur de banc, c'est que c'est toujours difficile pour l'équipe qui monte en termes de recrutement. Ils ont la chance de ne pas avoir de blessures pour l'instant au poste clé. Et donc, ça laisse penser que cette équipe bayonnaise, elle est capable de garder son rang et d'accrocher un top 6 en fin de saison. Oui, et attention, parce que j'ai l'impression que là, vous approchez d'un obstacle dans votre voiture. J'ai entendu un petit bip-bip, mon cher Philippe. Alors pour tout vous dire, je fais attention, mais pour tout vous dire, je quitte Castres. J'étais au match de Castres là, donc je suis en train de sortir du stade.
Et c'est pour ça qu'il y a encore quelques petits obstacles, mais ça ira mieux après. Bon, Si vous attendez un gros bip, c'est que j'ai eu un accident et il faudra appeler les secours. Et on vous le souhaite pas, mon cher Philippe. On va venir d'ailleurs sur ce match de Castres, cette victoire qui a été très intéressante côté castré. Juste quand même noter, Olivier, la performance offensive de Bayonne, notamment de cette paire de centres Bouliroy-Roy Makala quand même qui a été absolument remuante et qui a un premier essai de Bouliroy-Roy. Alors ils sont à 15 contre 14 à ce moment-là, il y a un carton jaune Tuimoga côté bréviste, mais voilà, c'est un bel essai qui doit faire à peu près 60-70 mètres et qui a enflammé Jean Daugé. Ouais, c'est vraiment une belle performance et puis illustrée par les deux centres. Donc, on sait que c'est dans ce rugby-là, c'est très important d'avoir des joueurs capables aussi de faire des breaks, des brèches dans la défense adverse et de pouvoir terminer les coups. Et c'est vrai que ce sont à la fois de magnifiques créateurs, capables de se défaire des défenses adverses les plus hermétiques. Et c'est aussi de terribles finisseurs. Donc voilà, il y a une paire de centres à Bayonne qui fait peur un petit peu à tout le championnat français. Donc c'est vraiment deux postes très très importants, et c'est vrai qu'à la manœuvre avec un Camille Lopez qui peut s'appuyer sur deux joueurs comme ça, avec sa maîtrise d'aujourd'hui stratégique, c'est un Bayonne qui rayonne et qui est capable de batailler pendant une mi-temps sans s'affoler, et puis de faire une deuxième période de grand niveau. Et d'ailleurs, tiens, il y a une stat, 31 défenseurs battus par l'aviron bayonnais, la ligne de 3/4. Rouette, 3 défenseurs battus. Lopez, 2 défenseurs battus. Bouliroy-Roy, 3. Makala, 6. Rémi Baget, 3. L'arrière, Moran, 5. Et puis sur l'autre aile, Herbin Artegaray, 0. Mais globalement, dans cette ligne de 3/4, ça a été très très impressionnant. Oui, et c'est effectivement l'une des clés de cette réussite, avec aussi quand même mention pour un des autres marqueurs, qui est Thomas Seit, qui est quand même à chaque fois, il fait des très très belles performances. C'est une Olivier. saison impressionnante. Ouais, c'est troisième ligne, intéressant. Ça. Mais c'est vrai que Alexandre donnait les statistiques sur le plan offensif. De voir autant de défenseurs battus de la part de Bayonne, c'est quand même récurrent depuis le début de la saison, et c'est le signe quand même que Grégory Pata a amené un petit plus au niveau offensif, à libérer peut-être les esprits, les croyances qui étaient peut-être un petit peu fermées à Bayonne. Il a libéré tout ça, et il permet aujourd'hui aux Bayonnais de s'exprimer dans les meilleures conditions. Alors évidemment, bien appuyé par... on sent quand même une dépendance à Camille Lopez. Enfin, je veux dire, ça peut être un danger si jamais il y a blessure. Et à Makala aussi. Ouais, honnêtement, c'est à voir. Peut-être plus qu'à Makala qu'à Lopez. Lopez, évidemment, sur le plan stratégique, il est comme un poisson dans l'eau à Bayonne. Maintenant, est-ce que avec cette équipe qui collectivement quand même produit des choses intéressantes, ça serait intéressant de voir un Bayonne sans Camille Lopez, voir un petit peu comment il joue, comment il fonctionne, comment ils arrivent aussi à aller chercher les matchs. Mais quoi qu'il en soit, c'est le plein de confiance du côté de Bayonne qui leur permet aussi d'exploiter ce potentiel offensif. Regain de confiance pour le Castres Olympique, Philippe Spanghero. Victoire 23-18, mais c'est un peu un Castres aux deux visages, ou en tout cas qui s'est réveillé avec un peu de retard. Ah oui, il partait de loin. On a senti beaucoup de fébrilité dans les rangs castrés à l'entame du match. Une entame complètement girondine, avec une grosse domination en mêlée fermée. Et puis très rapidement, le CO menait 9-0 et le caractère castré à domicile qui fait toujours son effet, avec cette invincibilité quand même impressionnante à domicile maintenant, avec ce caractère qui leur permet de recoller au score en infériorité numérique. Et puis là, ça a basculé du côté du CO d'un point de vue de la confiance. Ils ont joué en supériorité numérique, ils ont repris le score juste avant la mi-temps. Ils reviennent avec une très grosse entame où ils remarquent tout de suite dès le coup d'envoi. Et puis ensuite, il y a une grosse période de fébrilité où ils ont la totale maîtrise de l'occupation en deuxième période, mais avec manque de réalisme impressionnant, avec une incapacité à scorer sur leur temps fort. Et l'UBB, par contre, assez absent en deuxième période, pris pour le coup dans tous les secteurs du jeu, notamment en conquête. Et donc Castres qui assure cette victoire très importante dans les têtes, puisque on voit qu'en bas de classement ça lâche pas, on y reviendra tout à l'heure. Et donc il fallait à tout prix prendre des points et se donner un peu d'air du côté du CO.
Olivier Magne, comment expliquer justement un peu ces deux visages du Castres Olympique et qu'est-ce qui a fait le déclic dans ce match voilà, qu'est-ce qui a permis à cette équipe? Il n'y a pas que le public quand même. Le public à Castres, c'est quand même important. Et si on regarde bien quand même par le passé, cette équipe castraise, elle a souvent réagi comme ça. Hein. Elle a souvent été en difficulté sur des premières périodes et a souvent été capable de retourner la situation. Et donc, c'est une équipe qui, je dirais, habituée peut-être à ce genre de configuration, c'est qu'à un moment ou un autre, avec l'aide du public, qui pèse... non seulement pour évidemment l'équipe de Castres qui joue, l'équipe qu'elle supporte, mais aussi contre l'équipe qui se déplace. Hein. Et donc il y a une pression supplémentaire. Et c'est vrai que de jouer à Castres, c'est jamais évident. Et je pense que voilà, ce match-là, les Bordelot Béglés l'ont aussi perdu. Alors Castres est allé le chercher évidemment, mais je pense que Bordeaux a manqué quand même une opportunité et a manqué de maîtrise sur les nerfs et puis sur la capacité à réguler un petit peu les émotions dans des moments où le public appuyait très très fort pour son équipe. Ouais, et les Bordelais ont manqué quelques plaquages, Alexandre. Oui, effectivement, avec bien un piteux score, hein, 73% de réussite au plaquage pour l'Union Bordeaux-Bègles et une autre stat qui montre encore une fois que la bataille du jeu au sol aussi a été perdue. 86% seulement de ruck gagné côté Bordeaux-Bègles. Alors comme ça peut paraître beaucoup, mais en fait normalement une équipe de haut niveau est entre 96 et 98% de réussite de ruck gagné. C'est le nombre de ballons que vous gardez en fait quand vous avez la possession. Et bien seulement 86%, c'est très très faible pour l'Union Bordeaux-Bègles qui a été battue au sol. Voilà, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs que Castres, en ferraillant, arrive aussi à renverser ses adversaires. Ils l'ont fait aujourd'hui, comme l'ont bien expliqué Olivier et Philippe. 23-18, hein, bonus défensif tout de même arraché en toute fin de match par les Girondins. 23-18 pour les Castrés. On rappelle donc 37-9, c'était Bayonne-Brive. On rappelle également, et Olivier en parlait, vous avez souligné la victoire des Toulonnais, hein, Toulon face à Pau, 27-16, 3 essais à 1, mais là encore, départ un peu diesel. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Toulon ? Ouais, c'est les Toulonnais depuis le début de la saison. Il n'y a pas encore, je dirais, la complète intégration du projet de jeu je dirais rassemblé, hein, de Pierre Mignoni et de Franck Azema. Donc c'est une équipe toulonnaise qui se cherche un peu, où il y a quand même un peu de doute et qui s'inquiétait quand même de la réception de Pau. Hein. Les Palois qui à l'extérieur sont toujours compliqués à manipuler. Une équipe paloise que on le sait, hein, qui avait été gagnée à La Rochelle. Donc avec une rôle de performance. Donc les Toulonnais, eux, qui ne sont pas complètement sûrs de leur rugby, avaient des doutes aussi sur cette rencontre et pouvaient se faire surprendre par une équipe paloise. Maintenant, voilà, il y a des choses intéressantes par moment, mais ça manque encore de constance pour cette équipe toulonnaise pour vraiment se mettre à l'abri face à une équipe de Pau qui a tenté malgré tout, mais qui n'a pas su faire la différence dans des moments importants. Donc cette équipe toulonnaise, finalement, elle gagne sans trop forcer son talent, mais elle a besoin véritablement d'exploiter pleinement son potentiel si elle veut rivaliser quand même avec les meilleurs de ce championnat. Philippe, votre avis juste après une petite stat d'Alexandre Priam. Ouais, le match a été brouillon, hein, le Zachary le disait, parce que les conquêtes ont été en grande difficulté. Toulon a perdu 5 ballons en touche et 3 ballons en mêlée, alors que Pau a perdu 4 ballons en touche et 2 en mêlée, ce qui fait des pourcentages systématiquement en dessous de 70% dans toutes les catégories pour les deux équipes. Voilà, Toulon 9e à 5 points du top 6, hein, de Lyon qui en a 40, Pau 12e, 27 points, 2 points d'avance sur les Brivistes qui sont 13e et barragiste pour l'instant. Votre point de vue peut-être, Philippe, sur ces Toulonnais qu'on n'a pas encore vu à plein régime, qui sont un peu inconstants, mais là qui l'ont emporté, c'est précieux. Ouais, c'est précieux à domicile parce que, encore une fois, c'est dans la victoire que les groupes se créent et gagnent de la confiance. Et donc, du côté du RCT, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. En plus, c'est un club particulier. On a vu la grogne des supporters récemment, considérant que leur équipe n'était pas du tout au rendez-vous des attentes. Donc c'est vrai que c'est toujours particulier du côté du RCT. Il y a un contexte extérieur qui est particulier à gérer.
et il y a beaucoup de fébrilité. Je suis d'accord avec Olivier, le projet de jeu n'est pas complètement assimilé encore. On sent quand même ce qui est plutôt de bon augure et qui était un point d'appréhension pour moi, que ça adhère au moins entre les deux pilotes, les deux copilotes que sont Franck Azema et Pierre Mignoni, parce que ça c'était un point d'interrogation pour moi, deux personnages qui étaient patrons dans des gros clubs avant et qui étaient habitués à piloter seuls. C'était pas facile de s'assurer qu'ils puissent cohabiter. On a l'impression que dans le staff, du moins, c'est sain. Donc, il faut maintenant que ça se ressente sur le terrain. On va se retrouver bien sûr pour la suite de ce débrief sur Sud Radio, débriefer bien évidemment cette 16e journée, terminer le multi, aborder également la première de Christophe Furios avec l'ASM, première difficile à Lyon. On va y revenir dans un instant. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Olivier Magne, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio est là, réunie pour débriefer avec vous cette journée de Top 14, la 16e. Voilà, on va terminer peut-être, parce qu'on a de la suite dans les idées, on va terminer peut-être sur 2-3 stats pour Toulon-Pau notamment, puisqu'Alexandre, je les avais annoncés, donc on va au bout de notre démarche. Des conquêtes en difficulté. Vous les avez faites ? Oui. D'accord, mais je pensais que vous me relanciez. Voilà. Mais vous avez peut-être des stats sur USAP, Stade Français. Oui, tout à fait. Une petite stat comme ça que je trouvais assez amusante, c'est que les deux équipes ont fait exactement le même nombre de passes, ce qui est quand même plutôt rare. 109 de chaque côté et 445 mètres parcourus ballon en main côté USAP, 350 côté parisien. Donc pour le même nombre de passes, il y a eu quand même une nette différence en faveur de l'USAP dans cette rencontre. Ouais, il y a eu une nette différence aussi d'arbitrage là. Que s'est-il passé, on va dire à l'encontre du Stade Français? Déjà, alors quand on a vu Gonzalo Quesada limite à avoir envie de rentrer sur le terrain, Thomas Lombard qui quitte la tribune énervé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un essai de Mathieu Irigoyen. Alors on part d'un jeu au pied de Morgan Parra qui est dévié par Sionnet Thuy dans les airs en passant par-dessus la ligne de touche. Il le rabat à Mathieu Irigoyen qui va à l'essai, mais personne ne le suit. Pourquoi ? Parce que Thomas Charabas, arbitre de touche, lève le drapeau, puis l'enlève. Se rendant compte peut-être de son erreur et sauf que la défense catalane s'est arrêtée de jouer, l'essai donc refusé pour une erreur manifeste d'arbitrage de monsieur Charabas, et il n'y avait effectivement pas touche. Et c'est un essai donc refusé aux joueurs de la capitale. Olivier Magne, les Parisiens peuvent-ils se sentir lésés après cette action ? Oui, effectivement, ouais, ils peuvent le voir comme ça. Maintenant, je discutais avec Nicolas Delage, c'est vrai que il a été surpris de voir le Stade Français qu'on salue. Il était surpris de voir le Stade Français qui n'avait pas été s'imposer à Perpignan. Je crois que aussi il faut bien comprendre que ça sera jamais évident d'aller s'imposer à Perpignan et que toutes les équipes le savent, et que je pense que Perpignan a été condamné un petit peu trop vite. Voilà, donc à bon entendeur, salut cette équipe du Stade Français. Elle aurait dû aller chercher ce match dans d'autres conditions et tuer le match bien avant si elle en avait eu vraiment la possibilité et l'envie. Donc c'est un déplacement à 0 point pour un dauphin du leader. C'est un couac dans le tableau de marche. Ah ouais, complètement, François. C'est vrai que ça fait pas très sérieux quand même pour le Stade Français d'être battu à Perpignan, de pas être en mesure de vraiment de prendre les choses en main, de diriger le match de bout en bout. C'est vrai que ça manque un petit peu de sérieux de la part de cette équipe du Stade Français. Réagir évidemment, parce que il y a quand même de très bonnes choses qui ont été engagées. Elle n'est pas deuxième par hasard, mais en tout cas c'est une défaite quand même qui fait un peu tâche sur cette saison. Voilà, deuxième, 46 points, on va dire sous la menace de La Rochelle qui en a 5 de moins et qui se déplace ce soir au Racing. On suivra ça bien sûr. Petite question, et la dernière au sujet de ce match, est-ce que le Stade Français, ça fait partie des limites? Ils perdent aujourd'hui 31-24. Philippe Spanghero, c'est pas un dauphin assez solide selon vous quand on rentre bredouille de Perpignan? Je trouve qu'il y a un décalage entre la place au classement et ce qu'on a vu sur le terrain du côté du Stade
Stade Français cette saison. Il y a en effet encore un peu trop de haut et de bas. On a vu cette équipe incapable de s'imposer à Toulouse avec une équipe toulousaine très remaniée et un match qui leur a échappé en fin de rencontre. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Olivier, ils ont su prendre le score et pour moi faire le plus dur. Et ils ont eu les occasions de tuer ce match. Et donc, il leur manque encore ce caractère, même s'ils l'ont trouvé en partie, mais pour aller chercher ce genre de match et puis s'assurer une place vraiment tout en haut du classement, puisque de toute façon, c'est clair que maintenant, l'objectif pour le Stade Français affiché à minima, c'est le top 6. Mais quand on est deuxième, il faut avoir pour ambition d'y rester et de jouer des demi-finales directement. Voilà, mais c'est vrai que c'est mieux quand l'arbitre ne lève pas le drapeau de touche au moment où vous allez marquer un essai et que peut-être ils auraient pu avoir un petit bonus défensif, les Parisiens. On va pas refaire. À noter quand même que les Perpignanais arrivent au bout un peu de leur idée, je trouve, sur l'agressivité. Encore un carton rouge quand même pour le coup là, un stamping quand même vraiment caractérisé sur Morgan Parra. Georges Tilsley qui va prendre, je pense, plusieurs semaines, tout comme Mathieu Acebes. Ouais, cette 16e journée, c'était aussi la première de Christophe Furios avec Clermont, défaite à Lyon 34-14, bonus offensif pour les Lyonnais. Elle est ratée cette première. Le boulot, la tâche est plus ardue que prévu selon vous, Olivier Magne, pour Christophe Furios? Ouais, la tâche elle est compliquée, François. Même si les Clermontois ont fait un match, je dirais, intéressant dans l'engagement. Il y avait la volonté de défendre. On a vu qu'il y avait quand même des choses intéressantes, mais c'est un boulot quand même colossal. Je pense qu'il y a un mal qui est assez profond du côté de Clermont. Il y a une identité de jeu, qui n'est plus présente. Il y a aussi, il faut bien le reconnaître, des joueurs qui sont peut-être pas au niveau des autres équipes. Il y a peut-être aussi une équipe qui aura du mal à rivaliser avec les cadors du championnat. Et puis, c'est une équipe lyonnaise qui a aussi associé le mouvement au combat et qui est arrivée à faire aussi une belle partie et à mettre en place un petit peu les conseils et le projet de Xavier Garbajosa. Donc c'est plutôt satisfaisant pour Lyon et c'est quand même décevant, même si ce serait quand même miraculeux pour Clermont que de se relever comme ça du jour au lendemain avec l'arrivée de Christophe Furios. Ouais, et il y a un Clermont-Castres qui promet quand même le week-end prochain. Voilà, ensuite il y aura aussi déplacement à l'UBB. Si je me trompe pas dans le calendrier, mais on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu plus tôt. Il joue ses deux anciens clubs, Christophe. Ouais, mais voilà, c'est parfait pour débuter. En tout cas, on lui souhaite bonne chance, bien sûr, avec l'ASM. On se retrouve dans un instant pour aborder l'actualité. On parlera vers 19h45 du tournoi des 6 nations. Et puis là, dans un instant, un petit peu d'actualité omnisport. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. On aime le rugby, bien sûr, sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez, mais on aime aussi tous les sports. Voilà, et c'est le moment du tour de table de l'actualité de nos consultants, Philippe Sanguero, Olivier Magne, bien sûr, de toute l'équipe Sud Radio qui est autour de la table. Vous aussi, vous pouvez d'ailleurs déposer sur nos réseaux sociaux le hashtag SRR votre avis sur l'actualité. Nous appeler aussi au 0826 300 300. Dans l'actualité aujourd'hui, tiens, que s'est-il passé à part le rugby, mon cher Quentin? Oui, parce qu'il y a d'autres choses, François, et on va démarrer notamment avec la 20e journée de Ligue 1 qui se dispute en ce moment. Ça a démarré à 17h avec 3 14e qui accueillaient le dauphin du Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1, Lens. Et Lens s'est fait peur. Les Lensois étaient menés 1-0 jusqu'à la 88e minute. C'est Thomasson qui a égalisé pour les Lensois. Ce soir, un autre match qui compte pour la course au podium. L'Olympique de Marseille reçoit Monaco. Ce sera à 21h. Marseille 3e qui peut revenir en cas de succès sur les Lensois. Il y a également de la Ligue 2 au programme aujourd'hui avec la 20e journée. Saint-Étienne a cru au succès jusqu'à la 89e minute. François, il menait 2-1 et puis à la 89e, Dossou marque pour Sochaux et ensuite but de Sissoko pour Sochaux à la 94e. Voilà donc 2 buts en 5 minutes qui font que Saint-Étienne s'incline une nouvelle fois à domicile, 3-2 face à Sochaux. En ce moment, beaucoup de matchs de Ligue 2. Nîmes mène face à Niort 2-0. Quevilly mène face à Paris FC 1-0. Toujours 0-0 entre Rodez et Guingamp et entre Valenciennes et Metz. Même score
entre Grenoble et Bastia et entre Caen et Laval. En revanche, le score est ouvert du côté de Pau, c'est Annecy qui mène 1-0. Amiens mène face au Havre 1-0 et puis Bordeaux sur la pelouse de Dijon mène également 1-0. On en est à la demi-heure de jeu sur tous ces terrains. Et puis un petit mot de Bundesliga avec le Bayern Munich qui mène 1-0 en ce moment face à l'Eintracht Francfort. Et puis on va terminer avec un mot de tennis parce que face à Francfort. Frankfurt. Ouais. Voilà. Un mot de l'Open d'Australie avec chez les femmes aujourd'hui Zabalenka qui s'est imposée en 3-7 et puis la finale homme ce sera demain avec Novak Djokovic notamment. Ouais, et puis un petit résultat de ski quand même et je crois que c'est le coup de cœur d'Olivier Magne. Tiens, bizarrement Olivier Magne a choisi de parler de ski et peut-être il aime bien d'un chiffre. Il a eu sa première étoile. Félicitations. Ça y est, j'ai passé ma première étoile, oui, exactement. Non, c'est plutôt 85 que vous retenez aujourd'hui, Olivier. Ouais, 85, ouais. Le 85e succès de Shiffrin, encore. On avait parlé de Mikaela Shiffrin, je crois, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui s'approchait doucement du record de Lindsey Vonn à 82 victoires. Donc, elle a battu, évidemment, depuis la semaine dernière. Et là, elle a encore été chercher une victoire en République tchèque aujourd'hui. Et c'est la 11e victoire de la saison pour Mikaela Shiffrin. Elle s'approche tout doucement. Elle a 85 victoires. Il lui en manque plus qu'une pour être voilà, du record de Stenmark à 86 victoires. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un truc assez Ingemar. Donc c'est assez colossal quand même ce qu'elle est en train de faire parce que c'est le 11e succès de la saison. Rendez-vous compte, gagner 11 fois dans la saison comme ça, alors qu'on est quasiment à mi-parcours, c'est tout simplement exceptionnel. C'est une championne de grand talent et elle va évidemment battre ce record. Et puis on attend bien évidemment les championnats du monde à Méribel-Courchevel là d'ici la semaine prochaine pour voir la belle américaine battre encore des records. Voilà, et elle peut aller chercher un 5e gros globe de cristal qui est décerné à la gagnante de la Coupe du Monde. C'est quasiment. Elle écrase tout. Elle a 600 points d'avance. D'accord. Bon, voilà. Mikaela Shiffrin, en tout cas, si vous ne la connaissez pas ou si vous n'êtes pas impressionné par le ski, Olivier Magne vous donne envie quand même d'aller en savoir un petit peu plus. Philippe Sanguero, dans la série de ceux qui écrasent tout, il y a les handballeurs, nos handballeurs. Voilà, je sais plus comment on les appelle, si c'est les experts, je sais que c'est pas les barjots, mais je sais plus comment on les appelle, mais en tout cas, là ils ont un peu réglé les Suédois hier. Hein. Ouais, je sais pas si cette génération s'est déjà surnommée ou pas, mais je trouve que c'est exceptionnel de régularité dans la performance, ce qui se passe dans le hand français. Il y a une capacité, je trouve, de transmission à chaque fois de génération, de passage de témoins. On est tellement habitué à les voir gagner qu'on se rend peut-être même plus compte de ce que ça représente en termes de performance et de palmarès. Et puis bon, je vais avoir un petit clin d'œil pour mon pote Nico Karabatic et son frère Lucas, qui est toujours là après 20 ans d'équipe de France. 20 ans. Ouais, c'est plus de 20 ans d'équipe de France. Il a 38 ans aujourd'hui, d'accord. Ouais. Il vise ses 5e Jeux Olympiques à Paris en 2024 pour terminer sa carrière en apothéose. Voilà, ça fait partie des très grands champions français. Et on a la chance d'avoir cette équipe de France de handball. Alors c'est vrai que là où vous avez, je partage complètement votre avis, Philippe, ton avis, c'est que ils gagnent tellement qu'on sait plus ce qu'ils gagnent. Hein, c'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont été quand même champions olympiques 3 fois. Ils ont fait 4 finales d'affilée au JO. C'est quand même assez impressionnant. Mais là, ça fait quand même 6 ans qu'ils n'ont pas été champions du monde depuis 2017 à Bercy. Et ça serait quand même un 7e titre mondial. C'est dire aussi que ce renouvellement-là, il permet aussi d'avoir des titres. Mais c'est vrai que je suis d'accord, on oublie un peu c'est tellement impressionnant que ou alors on suit, ou c'est moi qui suis moins. Hein, ça peut arriver, mais non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on suit, on aime le sport, mais il y a une forme de normalité qui s'est installée avec cette équipe de France de hand. Et je crois qu'il n'y a pas un sport qui nous a habitués à autant de récurrence dans la performance et dans les titres. Quentin Cabanis, votre tour de table de l'actualité. Je vais parler du sport dont je suis le plus grand spécialiste, évidemment, le tennis. Avec Novak Djokovic qui va retrouver la finale de l'Open d'Australie demain. Ce sera face à Tsitsipas. Il y a eu
toutes les histoires qu'on connaît entre Djokovic et l'Australie l'année dernière et avec le Covid. Là, il y a déjà un petit conflit qui est en train de se mettre entre les deux aussi, avec Djokovic en interview qui dit mais Tsitsipas, je sais même pas s'il a déjà fait une finale de Grand Chelem, alors que lui-même l'a battu en finale dans un Grand Chelem où il y avait eu toute une histoire puisqu'il avait pris une pause de 7 minutes, etc. Ah oui, donc, c'était à Roland, oui, il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. Mais lui, Djokovic, en conférence de presse, a dit non, mais j'ai oublié. Voilà, qu'il avait joué contre Tsitsipas en finale, et du coup Tsitsipas, pour répondre quand on lui a posé la question sur ce sujet, a dit non mais moi non plus je me souviens pas d'avoir joué contre Djokovic en finale. Donc voilà, petite guéguerre en plus entre les deux, donc ils sont en train de faire monter la pression, et voilà, ça donne quelque chose en plus à cette rencontre. Et puis Djokovic qui joue pour rentrer encore plus dans l'histoire du tennis, donc voilà. Mais bon, Tsitsipas qui a l'appui du public, hein. Ouais, oui. Parce que Melbourne est, je crois, la deuxième ville la plus, là où il y a le plus grand nombre d'expatriés ou d'immigrés grecs dans le monde. Parce que c'est à côté. Et donc c'est 2 stations de métro. Effectivement, mais sur ce qu'on a vu quand même, je ne sais pas si messieurs vous avez pu regarder le matin au petit déjeuner un peu d'Open d'Australie, mais sur ce qu'on a vu, il paraît intouchable quand même. Djokovic. Injouable. Ça va être sa 33e finale de Grand Chelem. C'est quand même assez impressionnant. Ça vous semble possible, de ce que vous percevez, Olivier Magne, du tennis, voilà, avec un regard de sportif de haut niveau, que Djokovic passe à côté? J'en doute parce que il prépare tellement bien ces événements qu'il est dans une forme de fluidité. Il est dans un flow permanent, ce garçon. C'est-à-dire que il est intouchable. Les choses se passent à une vitesse différente que ses adversaires. Il anticipe toujours tout. Il est capable de réguler ses émotions de manière absolument exceptionnelle dans un environnement des fois qui est pas toujours favorable. Il a une maîtrise technique qui lui permet évidemment de compter sur des réflexes absolument fabuleux. C'est vrai qu'on a quand même c'est vrai que Philippe le disait avec cette équipe de handball, mais à titre individuel, quand vous avez des garçons comme Federer, Nadal et Djokovic, je crois qu'on a un trio qui est quand même assez incroyable dans la capacité à bien préparer les événements et surtout à gagner de manière régulière au plus haut niveau. C'est tout simplement fabuleux. Les trios sont souvent assez incroyables. Enfin, ça, moi, c'est ce que j'en dis. Mais attention quand même. Après, il y a des exceptions dans toutes les familles. Attention quand même. J'ai une ou deux copines qui me l'ont dit. Ça devient compliqué cette émission. Alors, pour François, c'était subtil, mais voilà, Philippe qui arrive avec sa classe et sa délicatesse. Alors, avant d'arriver au tour de table de l'actualité, on craque un peu. C'est pas aussi, on est là depuis un moment, donc voilà. Mais avant de venir, moi j'en ai un petit coup de cœur du jour. Il est pour l'émotion de la Biélorusse, là, qui a gagné Zabalenka ce matin, premier tournoi du Grand Chelem, et elle avait une émotion assez rafraîchissante. Voilà, quand elle a gagné, d'abord elle a gagné la 4e balle de match. Elle était 5e mondiale, premier tournoi du Grand Chelem. Elle avait déjà échoué 3 fois en demi-finale et en finale, pardon, et donc c'était un peu une libération. Et c'est vrai qu'on a tendance, et le sport professionnel a tendance un peu à banaliser les émotions, mais là, si vous ne l'avez pas vu, c'est vrai que c'est assez sympa de voir cette jeune femme, 24 ans, remporter son premier tournoi, et on va dire enfin atteindre son rêve de petite fille et de joueuse de tennis. Et voilà, ça faisait du bien à voir aussi. Ces larmes, ces émotions, elle est restée longtemps au sol, voilà, parce qu'elle n'y croyait pas, et ça rappelait des joies d'avant, parce qu'en fait c'est vrai que les 3 grands du tennis ont tellement gagné que souvent, même si leur joie est pure et sincère, voilà, c'est plus la joie de la première fois. Et ce matin, c'était une joie de la première fois, et ça faisait plaisir à voir. Voilà pour mon tour de table. Je vous passe la main, Alexandre.
Je reste en Australie avec le Seven, et quel week-end pour le Seven masculin et féminin français, exceptionnel week-end, puisque il y avait 2 quarts de finale en Australie face à l'Australie pour les garçons et pour les filles, et ça s'est passé de la plus belle des manières, hein. Les filles se sont imposées 10-5 face à l'Australie en quart de finale, qualification donc en demi-finale, ce sera demain matin très très tôt en France, et puis le succès après la sirène des Bleus des garçons face à l'Australie aussi, 17-14. On aura donc des demi-finales somptueuses. On aura un France-USA à 5h22 pour les filles, et puis à 6h06 pour les garçons face à la Nouvelle-Zélande que les Bleus ont déjà croisé du côté d'Hamilton la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est un très très beau week-end pour les équipes de France de Seven. Voilà, c'est chez nos amis de Canal+, nos amis effectivement. Demi-finale à 5h22, 6h06. Est-ce que vous allez vous lever? D'abord, moi je suis solidaire parce que, ayant couvert récemment une Coupe du Monde aux Antipodes en Nouvelle-Zélande, effectivement le décalage est assez brutal, on va dire. Est-ce que, messieurs, vous allez vous lever pour l'un de ces événements, ou peut-être ne pas vous coucher, Philippe Spanghero? Si je vais me coucher, je me lèverai pas. Ah, d'accord. Ok. Voilà, pas de jogging prévu vers 5h45 ou quelque chose comme ça le dimanche matin. Non, il le fait tous les jours sauf le dimanche. Non, c'est à 7h en général, mais du coup là ça me dérègle tout, parce que je suis quelqu'un qui a mes petites habitudes. Bon, Olivier, pas de chance de voir ça en direct? Depuis un petit moment là, je dors pas très bien, et c'est vrai que j'arrive à me lever assez tôt, et c'est souvent le matin vers 5h. D'ailleurs, je suis allé faire un peu de ski aujourd'hui et je suis parti quasiment à 5h30, donc je me lèverai peut-être, ouais, si ça continue comme ça dans la semaine, comme dans la semaine, je serai peut-être levé, ouais. 5h du matin, voilà. Pour le ski, il faut monter à pied, hein. Voilà, on sait tout de l'équipe Sud Radio, bien sûr, mais ça fait du bien aussi de parler du Seven, parce que moi je vois souvent les tribunes vides. J'en ai un peu regardé, c'est vrai que c'est souvent dans des grands stades, on voit des tribunes vides. Bon, c'est les grands, hein. Ouais, c'est vrai que c'est grand, mais bon, c'est quand même un sport qui mérite un peu plus d'attention du public, et qui est spectaculaire, et en plus on a effectivement de bonnes équipes, et on espère qu'ils vont aller au bout, les Français et les Françaises en Seven, donc dans cette étape australienne. Messieurs, merci pour ce tour de table de l'actualité qui a été à la fois sincère et très varié. Voilà, merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de rugby, d'une compétition que vous connaissez bien tous les deux, et notamment Olivier, le tournoi des 6 nations. Voilà, on en parle avec un invité tout de suite, et parce qu'on est à J-7 du début. À tout de suite. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. 19h45 tout pile sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, nous parlons rugby, nous parlons sport, et puis nous nous projetons aussi sur les grandes échéances de 2023, et notamment le tournoi des 6 nations. C'est la semaine prochaine, à partir de samedi. Les Français joueront le dimanche. On le vivra bien sûr en direct et en intégralité dimanche sur Sud Radio avec Daniel Herrero. Ce sera Italie-France. Mais pour en savoir un petit peu plus de ce tournoi des 6 nations, eh bien, nous avons un invité ce soir qui a édité un magazine qui s'appelle Génération Drop. C'est Benoît De Smidt. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bienvenue sur notre antenne. Tiens, je montre le magazine pour ceux qui nous suivent sur l'appli Sud Radio ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, Génération Drop, ça c'est le magazine. Et puis également un numéro spécial sur la saga du tournoi des 6 nations, qui était d'abord le tournoi des 4 puis des 5 nations, et qui a une histoire qui est exceptionnelle, et que vous retracez d'ailleurs avec beaucoup de précision et d'information. C'est très bien fait. Ça c'est quand je suis sympa au début, mais je serai aussi sympa à la fin. Philippe Spanghero est avec nous, Olivier Magne aussi. C'est vrai que le tournoi redémarre, et ça reste quand même une compétition à part, même en année de Coupe du Monde, Olivier Magne. Oui. C'est quand même un tournoi. C'est quand même une compétition séculaire qui
qui permet à toutes ces équipes non seulement évidemment de vouloir gagner ce tournoi, de faire le Grand Chelem, mais bien aussi de préparer la Coupe du Monde, encore plus en période pré-Coupe du Monde. Donc ce tournoi il a encore, je dirais, encore un petit peu plus d'importance et un petit peu plus de rayonnement sur l'Europe et sur le monde du rugby, parce que tout le monde va le suivre, hein. C'est vrai que tout l'hémisphère sud aussi va suivre ça de près et regarder un petit peu comment se comportent les équipes du Nord entre elles. Donc voilà, c'est un tournoi qui a vraiment son importance, et toutes les équipes qui se comportent bien l'année, je dirais, de la Coupe du Monde, en général arrivent à faire quelque chose de performant à la Coupe du Monde, hein. L'année de mémoire en 2003, l'équipe d'Angleterre gagne le tournoi et gagne la Coupe du Monde la même année. Donc voilà, c'est quand même aussi significatif. Voilà, ça prouve qu'on est une équipe en forme et qui pèse sur l'échiquier mondial. Juste Philippe Spanghero, avant de donner la parole à Benoît De Schmidt, notre confrère, économiquement, un tournoi en année Coupe du Monde, ça change rien, c'est toujours, on va dire, la même compétition et la même ferveur. Oui, parce que les revenus sont pas aléatoires. C'est-à-dire que on sait qu'en billetterie, de toute façon, on fait le plein, surtout avec l'équipe de France qu'on a en ce moment et l'engouement qu'il y a autour d'elle. Les droits télé sont négociés pour plusieurs saisons et ventilés par année. La vente des droits commerciaux qui a été faite par toutes les fédérations au fonds d'investissement CDC a été lissée sur, je crois, 5 ans. Donc, on connaît les revenus annuels. Donc non, il n'y a pas d'enjeu particulier en Coupe du Monde. Après, il y a un enjeu sportif parce que on est les tenants du titre. On va se présenter en vainqueur du Grand Chelem. On va affronter l'Irlande qui est la meilleure nation du monde. Donc il y a aussi un intérêt sportif très particulier. Spécifiquement cette année. Italie-France pour débuter, le 11 février, Irlande-France. La troisième journée, ce sera le 26 février, un dimanche, France-Écosse. Quatrième journée, Angleterre-France le 11 mars. Et puis dernière journée, France-Galles au Stade de France. Voilà pour le programme. Benoît De Schmidt, d'abord bravo, parce que dans la fabuleuse histoire du tournoi de destination, vous faites l'histoire des décennies, on va dire, et vous avez forcément raison. Les années 90, le consultant Sud Radio, Olivier Magne, dans le 15 de la décennie. Voilà, expliquez-nous quand même comment vous avez classé un peu cette histoire du tournoi de 1883 à nos jours. On s'est réunis avec plusieurs collègues, on est de différentes générations, donc c'est pratique pour savoir, on a chacun des souvenirs un petit peu différents par rapport à un regard un petit peu différent par rapport à tout ça. Et moi je suis un petit peu plus jeune, donc moi c'est les années 90 et 2000, c'était plus de mon côté, et du coup après donc on a revu certains matchs, on s'est beaucoup plongé dans beaucoup de vieux livres aussi pour essayer de retracer un petit peu toute l'histoire du tournoi. On se rend compte que il y a plein de belles histoires, de petites histoires dans l'histoire aussi, et à mes yeux je pense que c'est un des tournois les plus une des compétitions les plus mythiques du sport en général. Même si j'aime beaucoup le rugby, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tournois qui ont autant d'histoires, à part peut-être le Tour de France. C'est vrai que le fait qu'elle ait commencé quand même au 19e siècle, 1883, et vous le retracez parfaitement. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des anecdotes, il y a des stats, il y a tous les matchs, il y a toutes les années. Voilà, je trouve que pour les jeunes, en tout cas, c'est très intéressant, parce que moi, je me souviens de tous les matchs depuis 1883, donc voilà, mais en tout cas, pour les jeunes, c'est vraiment sympa. Les photos sont belles. Et c'est bien documenté, en tout cas, félicitations. Parlons quand même de Génération Drop, parce que là, il y a le guide complet du tournoi 2023. On en parlait en ouverture, là. Attendez, voilà, hop, en ouverture avec Olivier et Philippe. Parlez-nous de Génération Drop. C'est un premier numéro. On va dire que c'est courageux de lancer un magazine par les temps qui courent, un magazine papier, je veux dire. Nous, on a l'habitude de faire pas mal de guides qui marche bien, et on pense qu'il y a encore pas mal de gens qui aiment bien acheter et lire des magazines de sport. Et dans notre groupe de presse, chaque année on fait des guides sur le Tour de France, la Coupe du Monde de foot dernièrement. Ça marche plutôt bien.
Et donc pour nous c'est pas un vrai pari. On y croit vraiment. Et l'avantage d'un guide, c'est que par rapport à Internet, on a toutes les informations sous la main. On vous prend par la main et puis on vous met tout sous les yeux. Donc et puis il y a beaucoup d'informations, que ce soit des petites statistiques, des petites infos un petit peu insolites. Il y a les hymnes aussi, les paroles des hymnes en langue originale et en français. C'est ça. Et moi, par exemple, j'ai appris que l'hymne gallois, j'avais jamais fait attention, mais c'est en gallois, c'est pas en anglais, par exemple. Donc, on apprend pas mal de petites choses. Et puis, pour chaque équipe, on détaille aussi l'histoire de pourquoi l'Angleterre a une rose, pourquoi l'Écosse, l'emblème, c'est un chardon. Et puis, surtout, pour chaque équipe, on a détaillé les forces et faiblesses. On fait un zoom aussi sur la charnière de chaque équipe. On détaille les jeunes à suivre, le taulier, et puis un portrait de la star de chaque nation aussi. Donc, à nos yeux, c'est bien complet. Voilà, et le 15 de France Benoît, en 10 questions. Question d'Alexandre Priam. Oui. Pour mettre en place un tel magazine, donc du coup un tel guide, ça vous prend combien de temps de production de faire un magazine comme celui-ci ? Déjà, donc on savait qu'on le faisait depuis le mois de septembre à peu près. Donc moi, depuis le mois de septembre, j'ai fait une veille. Et du coup, j'ai mis plein d'articles de côté pour avoir un petit peu une base de données. Et ensuite, à peu près un mois et demi. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous détaillez les différents trophées du tournoi Destination, parce qu'il n'y a pas que le trophée que convoitent toutes les équipes et que les Français ont soulevé grâce à leur grand chelem l'an dernier. Il y en a plein. On connaît la Calcutta Cup, mais il n'y a pas que ça. Combien il y en a ? Il y en a à peu près une dizaine. Moi, j'en ai découvert. Par exemple, l'Eurostar, je ne connaissais pas, le trophée Eurostar entre la France et l'Angleterre. Eurostar. Après, c'est ça. Et après, il y a. Mais pourquoi Eurostar ? Je pense que c'est un clin d'œil. C'est pas du tout sponsorisé. Je pense que c'est un clin d'œil par rapport au tunnel sous la Manche qui relie la France à l'Angleterre. Et du coup, il y a des tournois, il y a des trophées physiques. Donc, comme la Calcutta Cup, où il y a vraiment un trophée que les équipes se remettent. Mais par exemple, le trophée Eurostar, c'est juste un trophée pas virtuel, mais c'est un trophée symbolique. Ouais, il y a pas de trophée. On va voir si vous avez révisé vos classiques. Combien d'Eurostar trophées a gagné Olivier Magne ? Oh, c'est une bonne question ça. Il a dû en gagner. Je pense qu'il n'a pas dû en gagner tant que ça parce que c'est récent. Et je me demande s'il jouait encore au moment où ça a été mis en place. Bon, on va regarder parce que ça a été mis en place en 2000. Et il jouait en 2000, Olivier. Combien de fois vous avez gagné les France-Angleterre, Olivier ? Vous vous souvenez ou pas ? On s'en souvient de ça ou pas Non, sincèrement, je m'en souviens pas. Je pense que je les ai joués une dizaine 2002, 2004, 2005, 2006 ouais. En tour de destination, on gagne en 2002, en 2004, en 2005 et en 2006. Et je pense que tu y es, Olivier. Ouais, je les bats. Mon souvenir le plus mémorable, il est celui de 97 où on gagne à Twickenham pour mon premier grand chelem. Et celui-là, voilà, je m'en rappelle très très bien. Après le nombre de fois où on a gagné contre eux, je sais pas. Il y a aussi l'ouverture du tournoi pour l'inauguration du Stade de France. Vous gagnez à Twickenham. 98, ouais, 2005 aussi. Donc ouais, il y en a quelques-unes, mais après on a pris quelques roustes aussi par les Anglais quand même. Voilà, on s'en souvient 2001, aussi, effectivement. Un favori pour vous, Philippe Spanghero, dans ce tournoi. Est-ce que la France va être capable peut-être de faire le doublé comme elle l'avait fait 97-98? Elle en est capable. Après, il y a toujours cette formule avec les réceptions et les déplacements qui est un peu plus défavorable à la France cette année. Donc ça joue aussi. On va avoir des déplacements compliqués. En tous les cas, bien sûr qu'elle en a les moyens et on a quitté l'équipe de France sur une superbe dynamique lors de la tournée d'automne. Donc, elle a tout pour le faire, mais il faut aller chercher une victoire de plus à l'extérieur que l'année dernière. En Irlande et en Angleterre, Olivier Magne, vous avez fait ce doublé 97-98 avec entre guillemets un peu de réussite en 97. Il n'était pas très attendu, mais voilà, c'est dur de le réaliser ce doublé. C'est dur de faire le Grand Chelem, on l'a vu l'an dernier, puisque ça fait 12 ans qu'on attendait, mais c'est dur de faire les 2 victoires consécutives.
Ouais, c'est dur. Hein. Alors, je sais pas combien il y a d'équipes qui ont pu le faire. Un triplé, je sais pas du tout. Alors, je pense qu'Alexandre va avoir. Peut-être que Benoît le sait. Hein. Benoît le sait, mais en tout cas, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir réaliser au moins 2 fois, parce que d'une année sur l'autre, il se passe quand même beaucoup de temps. Vous avez 7 mois, 7-8 mois avant que de redémarrer sur un tournoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent et c'est vrai que d'une année sur l'autre, les équipes sont différentes. Alors, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, oui, c'était difficile et ça l'est encore plus aujourd'hui avec quand même 6 nations. Oui, effectivement, d'autant que l'Italie n'est peut-être plus l'Italie un peu moribonde qu'on a connue ces dernières années, notamment depuis sa victoire l'an dernier au Pays de Galles lors de la dernière journée, et puis la révélation de talents comme Ange Capozzo. Benoît, le mot de la fin pour vous, Génération Drop, le numéro 1, et puis également la fabuleuse histoire du tournoi Destination, la plus belle saga du rugby, le guide du tournoi, un peu l'histoire du tournoi. Comment vous le voyez, vous, ce tournoi 2023 ? Je trouve que c'est un des tournois les plus excitants des dernières années, entre la France qui est invaincue depuis 13 matchs, l'Irlande qui semble quasiment imbattable après avoir battu toutes les équipes de l'hémisphère sud, l'Italie, comme vous disiez, qui a l'air d'être en confiance, et donc je pense que ça leur fait du bien, l'Angleterre avec un nouveau coach, les Gallois aussi avec un nouveau coach, les Écossais qui sont toujours un petit peu difficiles à battre, et je pense que pour moi en tout cas, c'est un des plus excitants des dernières années. Bon, et je vois bien l'Irlande aussi malheureusement en favori. Pas malheureusement. Je pense que ça va être difficile pour la France d'aller gagner et en Irlande et en Angleterre. Ouais, même si un peu surtout que la dernière victoire française dans le tournoi, à Twickenham dans le tournoi, ça remonte à 2005. Oui. Olivier, vous étiez en 2005 ou pas? 2005. Twickenham, vous voyez ce stade Twickenham, c'est à Londres. Oui, je vois très bien. Ouais, j'ai habité même juste à côté. 19-18, quelque chose comme ça. Sainte-Margaret, ça, ouais. 2005. Je crois. Je sais pas si je joue en 2005. Je suis pas sûr d'être là en 2005, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément de souvenirs. Je sais que 2004, oui, l'année après la Coupe du Monde où on gagne, où on fait le Grand Chelem, avec une belle victoire au Stade de France pour terminer contre l'Angleterre justement. Mais 2005, j'ai pas de souvenir parce que je crois que j'étais blessé. Ouais. Allez, on va chercher. En tout cas, merci Benoît de Smith. Génération Drop, c'est dans les kiosques bien sûr, et c'est à ne pas manquer. Et puis bien sûr le tournoi, ce sera sur Sud Radio. On le suivra dès le week-end prochain. Messieurs, on va se saluer et se retrouver dans quelques instants parce que Philippe Sanguero, vous allez être avec Johan Huget. À tout de suite. Vous écoutez Sud Radio, les 20h passées d'1 minute. Parlons vrai. Ouais, on parle rugby jusqu'à 23h. Racing La Rochelle dans 1 heure. Ce sera bien sûr en direct en intégralité sur Sud Radio. Et puis Johan Huget qui va être notre invité dans quelques minutes. Mais avant cela, le flash tout de suite, l'info avec Antoine Evessian. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. La visite surprise d'Elisabeth Borne dans le Calvados pour échanger avec les acteurs locaux sur la réforme des retraites. Un projet très contesté. Une deuxième journée de grève et de manifestation est prévue ce mardi. Ne pas tenir compte des manifestations serait une faute du gouvernement, estime Laurent Berger, mis en garde du secrétaire général de la CFDT dans un entretien au journal Le Monde. La France doit doubler ses efforts pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 en 2030. La déclaration d'Emmanuel Macron dans une vidéo, 2 jours après un conseil de planification écologique qui s'est tenu à l'Elysée. L'exécutif veut passer à 270 millions de tonnes de CO2 émises, soit une baisse de 140 millions par rapport à nos émissions actuelles. À l'étranger, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk accuse la Russie d'avoir tiré sur un quartier résidentiel à Konstantinivka dans l'est de l'Ukraine. Bilan, 3 civils tués, 2 blessés. De son côté, Moscou accuse Kiev d'avoir bombardé un hôpital ce matin. Des frappes dans la région de Lugansk qui auraient fait 14 morts et 24 blessés parmi les patients et le personnel médical selon l'armée russe. Vague d'indignation aux États-Unis après la diffusion de la vidéo de l'arrestation de Tyree Nichols. Cet Afro-Américain de 29 ans, décédé 3 jours après son arrestation violente au début du mois à Memphis dans le Tennessee. Les images montrent 5 officiers de police frappés à plusieurs reprises, gazés, électrisés par un taser. Plusieurs manifestations se sont organisées aux États-Unis. En football, Lens cale face à Troyes en Ligue 1. Les Lensois n'ont pu obtenir que le nul, 1 partout chez les Troyens. En cas de victoire donc ce soir face à Monaco, l'OM pourrait récupérer la 2e place du classement et revenir provisoirement à
2 points du PSG. Rencontre à 21h face à Monaco au Stade Vélodrome. Et puis après le très bon démarrage de la série The Last of Us, produit par la chaîne HBO, les producteurs ont annoncé qu'une seconde saison est en route. 22 millions de téléspectateurs ont déjà regardé le premier épisode de la série adaptée du jeu vidéo du même nom. Fin de cette édition, on reste ensemble pour un prochain point d'information. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG et ses invités avec à 20h15 Joël Judge, le patron des arbitres de World Rugby, qui sera avec nous pour nous projeter sur la Coupe du Monde 2023. Et puis tout de suite Johan Huget, qui est l'invité de Philippe Spanghero. C'est la suite d'une vie de rugby, épisode numéro 7 avec Philippe. Sud Radio présente Une vie de rugby avec MyTeamLink, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Salut Johan Huget, merci de répondre présent pour notre invitation. Une vie de rugby sur Sud Radio 2 fois par mois. On reçoit des personnalités qui ont marqué notre sport. Alors avec toi c'est un peu particulier parce qu'on se connaît très très bien, on a partagé des beaux moments et je suis ravi que tu nous retrouves aujourd'hui pour revenir sur une carrière très riche. Alors, on va commencer au commencement, en Ariège, chez toi, à Pamiers. Quel est ton premier souvenir de rugby ? Bonsoir Philippe. Non, très heureux de faire cette émission avec toi. Écoute, mes premiers souvenirs de rugby, je pense qu'ils seront comme de nombreux joueurs aujourd'hui et qui ont arrêté, c'est de retrouver les copains le samedi, de prolonger un peu l'école le samedi sans avoir des contraintes de scolaire, on va dire, et de prendre du bon temps, surtout ces retours en bus, des chansons pendant 3 heures, au-delà des tournois que tu peux faire. Donc ça, c'est le commencement donc à Pamiers, et tu restes finalement longtemps à Pamiers malgré tes qualités. Tu rejoins le Stade Toulousain assez tardivement. Et comment ça se passe cette arrivée au Stade Toulousain ? C'était une évidence pour toi ? Ouais, il faut savoir que je m'endormais tous les soirs avec les cassettes de matchs du Stade Toulousain qu'on enregistrait avec mon beau-père, et du coup je mettais ça en fond le soir pour m'endormir. Donc comme à Pamiers c'est à 30 minutes de Toulouse, on est assez proches, on est quand même voisins, et c'est, on va dire, le chemin que tout le monde souhaite prendre à un moment donné dans sa vie, où essaye de rentrer au Stade Toulousain avec plus ou moins de réussite. Et à un moment donné, ma mère me dit, écoute, tu as des qualités, on doit essayer d'aller plus haut. Moi, je ne voulais pas. Je voulais rester bien sûr avec les copains à Pamiers, essayer de gagner contre tout le monde, de gagner surtout un derby contre Saverdun, Saint-Giron. Voilà, c'était bien plus important que d'aller au Stade Toulousain à mon époque. Elle a un peu forcé le truc et on y est allé, ça s'est bien passé, et puis me voilà rentré dans le système. Ouais, et puis c'est justement là qu'on se rencontre, c'est une belle rencontre. Alors au moment où toi t'es vraiment au bord de franchir le cap au Stade Toulousain, malgré cette grosse concurrence, notamment en 2005 avec ta première apparition avec les pros. À ce moment-là, on joue ensemble en espoir. Bon, tu marches un peu sur l'eau quand même, hein, n'ayons pas peur des mots. Je me souviens d'un match contre Roche où Broncan était venu dans le vestiaire, le père Broncan, en disant qu'il n'avait jamais vu un joueur comme ça de sa vie. Et d'ailleurs, le clin d'œil est rigolo, puisque à ce moment-là, tu comprends qu'il va falloir que tu aies du temps de jeu au niveau au-dessus, et tu prends la décision de rejoindre Agen pour 2 saisons. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, effectivement, on a une belle équipe espoir où c'est surtout les valeurs qu'on retrouvait en Ariège, où on aimait se retrouver du mardi au jeudi après le rugby, surtout, où on passait d'excellents moments, et normalement ça se transcrit sur le terrain, où on passait des bons matchs tous ensemble à se retrouver le samedi. Mais à un moment donné, la compétition reprend le dessus, l'esprit de compétition que j'ai me montre que je ne pouvais pas aller plus haut, parce qu'on a Vincent et Cédric qui sont au summum de leur art, hein, et il ne faut pas se cacher. C'est les 2 meilleurs internationaux, ils jouent en équipe de France, ils jouent à Toulouse. C'était compliqué de se faire un trou, et moi je ne savais pas vraiment où j'en étais. Je savais qu'au Stade Toulousain j'étais aux portes, mais est-ce que dans un autre club ça allait marcher ? Voilà, c'est les histoires de vie où derrière il y a un échange entre Manu Aoteloa et Romain Sola à une époque à Agen, qui se fait au mois de février, je crois. Et un jour, Romain m'appelle, il me dit, écoute, je dois te passer quelqu'un.
Et c'est Monsieur Broncan qui m'appelle, Henri Broncan, et derrière, voilà, il me fait comprendre que je suis important. Comme dans tout recrutement, il a les bons mots et c'est un excellent orateur, quelqu'un à qui tu peux avoir confiance. Le projet d'Agen de reconstruire sur des jeunes me plaisait aussi, avec l'arrivée de Sofiane Guitoun, Jean Moribo, qui était ma génération en équipe de France, des moins de 20, Romain Sola, montrer qu'ils allaient vraiment faire jouer les jeunes. Et à partir de ce moment-là, c'est une histoire aussi d'amitié. J'ai rejoint aussi Romain Sola parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Je le rejoins à Agen et on est parti pour 2 belles années. Ouais, 2 belles années avec un record de meilleur marqueur d'essai pour toi. Et là, on voit que tu exploses vraiment. Et puis ensuite, tu rejoins Bayonne, où tu vis des moments forts aussi, où là, tu te révèles vraiment au plus haut niveau, où tu découvres l'équipe de France. Donc, on va y revenir. Et puis, il y a ce retour au Stade Toulousain. On va passer un peu vite et on va repartir sur l'équipe de France. Donc, ce retour au Stade Toulousain pour toi avec ce nouveau statut, qu'est-ce que ça te fait au moment où tu refoules à nouveau les couloirs d'Ernest Vallon dans la peau d'un titulaire et d'un international? En fait, bizarrement, je ne l'ai pas du tout vu comme ça. C'est comme si tu te remettais avec une ex. Tu as l'impression de la connaître. Mais ça a changé, tu vois. Donc pour moi, c'était vraiment. J'arrivais comme si j'ai pas fait comme si j'arrivais au Stade Toulousain. J'ai fait comme si j'arrivais dans un nouveau club. Je suis arrivé sur la pointe des pieds. Il y avait Guy Noves. C'était difficile au début quand j'étais jeune. Et là, de suite, il m'a mis à l'aise. Il a eu les bons mots pour me mettre en confiance. Jean Bailissal également aussi. Et petit à petit, je suis arrivé, je crois que Max était blessé au genou. Vincent a un problème également aussi, je crois. Et tout s'enchaîne à Toulouse où je prends ma place dans le vestiaire. Je prends pas ma place en parlant, mais en jouant, parce qu'à Toulouse c'est comme ça que ça se passe. T'as la place dans le groupe que si tes performances sont en adéquation avec ce que tu représentes dans le vestiaire. Donc je savais pas si j'étais attendu, mais en tout cas j'ai tout fait pour être prêt le plus vite possible, parce qu'à Toulouse on n'a pas 10 000 chances. Et je suis déjà passé par là et je savais que le premier match allait être attendu, tout le monde allait voir ce que ça allait donner, donc je me suis préparé, on va dire, tout l'été où j'ai pris très peu de vacances, et je me suis préparé pour revenir et faire un bon début de saison avec Toulouse. Et tu as été au rendez-vous, on peut le dire. Et en filigrane de tout ça, il y a la découverte de l'équipe de France pour arriver à 62 sélections. C'est énorme, en plus, en sachant que tu as été blessé assez sérieusement au milieu de cet épisode en bleu. Avec le recul, qu'est-ce que tu gardes de cette période où tu as vécu une période en équipe de France pas forcément facile, avec des performances en dents de scie, avec de la pression, où tu as été aussi un leader de vestiaire, clairement, ça se voyait sur le terrain. Quel regard tu portes maintenant sur cette vie en bleu? Avec le recul aujourd'hui, c'est difficile, mais je peux pas, j'ai zéro regret, parce que j'ai toujours, comme tu le sais, je me suis toujours donné à 200% avec ce maillot. J'ai toujours fait des sacrifices, mais qui pour moi n'en étaient pas. Avec ce maillot, j'ai jamais pu fêter l'anniversaire de mes enfants, par exemple, parce qu'on était soit en tournée ou tournée estivale ou d'automne. Mais ces souvenirs qui te procurent, on en parlait des fois avec Clément. Pour combien tu échangerais une sélection contre un bouclier de Brennus? Et cette réponse-là, tu peux pas échanger une sélection, parce que ça te procure tellement d'émotions. Tu vois tellement les gens qui te suivent pendant le tournoi et qui font des sacrifices, parce que faut se déplacer, faut prendre des billets. Donc tu as l'obligation d'être le meilleur à ton poste, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais c'était une période qui était assez compliquée collectivement, parce qu'il y avait beaucoup de turnover, on avait du mal
avoir un groupe assez restreint parce qu'il y avait des blessures, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. On était sur une philosophie un peu différente, mais puis une époque où les joueurs issus de la formation française étaient pas encore arrivés à maturité, puis il y avait un réservoir peut-être aussi plus pauvre avec beaucoup plus d'étrangers dans le top 14. Ouais, c'est exactement ça, où on était à certains postes un peu en pénurie, donc il fallait des fois naturaliser des garçons au détriment d'autres, et j'ai toujours eu un peu de mal avec ce côté-là, mais c'était le règlement de l'époque, si tu veux, où on voyait beaucoup d'étrangers, que ce soit, on va pas citer des clubs, mais il y avait beaucoup d'étrangers, et en termes de formation, on était un peu la nouvelle génération qui est arrivée, maintenant en équipe de France, si tu veux, elle est beaucoup plus affirmée parce qu'elle joue beaucoup plus. Mais des fois, on voyait des garçons qui jouaient 2-3 matchs en top 14 et ils arrivaient de suite en équipe de France. Donc on se disait, il va manquer quelque chose, quoi. Ouais, alors Johan Huget, pour ceux qui nous prennent en cours de route, on est ensemble pour une vie de rugby. Le temps passe vite, on va devoir terminer. On parlait justement de cette vie en bleu et de ce sens du devoir et de cette responsabilité que tu as toujours eue. Et ça, pour bien te connaître, tu l'as eu très très jeune. Et ça va au-delà de l'esprit de compétition. On a fait il y a quelques mois un événement avec des gamins pour parler de ce que c'était que l'engagement. Je pense que tu en es un très bel ambassadeur par rapport à tout ce que tu as donné sur le terrain dans les clubs où tu es passé et en équipe de France. Pour terminer, on sent que ça, c'est important pour toi dans la relation à tes enfants, ce rapport à la transmission. Pourquoi tu as à ce point ce besoin-là? Tu sais l'expliquer, on terminera là-dessus, cette volonté de passer le témoin, et on l'a vu aussi au Stade Toulousain, tu as pris ce rôle très à cœur. Oui, c'est vrai. On a eu quelques différends avec Hugo par rapport à ça, parce que c'est une institution et l'institution, elle se respecte. Et pour moi, c'était les anciens déjà qui m'ont transmis ça. Donc j'avais une responsabilité vis-à-vis des anciens qui m'ont transmis les valeurs de cette institution, que ce soit Didier, Vincent, Yannick, Nyanga. Voilà, c'était un respect à avoir envers le club qui nous a amenés là où on est. Et que rien n'est acquis dans le sport ou dans la vie, et qu'il faut toujours travailler. Donc voilà, c'est pas parce qu'on met un pied au Stade Toulousain qu'on est de suite un joueur du Stade Toulousain. Tout comme en équipe de France, il faut prouver à chaque match, à chaque sortie, qu'on mérite notre place, qu'on a la chance d'être là, parce que c'est une vraie chance. Aujourd'hui, quand tu arrêtes, tu t'aperçois que c'était vraiment une chance d'avoir cette vie-là, de sacrifier certains moments de famille pour en donner à d'autres. Écoute, c'est une très belle conclusion. J'aurais pu aborder beaucoup d'autres choses, la fin de carrière, ce renouveau avec cette nouvelle vie étudiante où le rugby va rester quand même en toile de fond. En tous les cas, je te remercie pour tout ce que tu as donné au rugby, d'énergie, de belles images et de belles valeurs. Et moi, je garde en tête de très très beaux souvenirs qui resteront entre nous. T'as été très bon Philippe. Je t'embrasse. Bonne journée, merci. Ciao. C'était une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. On parle vrai, on parle rugby dans 3 quarts d'heure, la suite de la journée de Top 14 avec le Racing 92 qui reçoit La Rochelle. Et puis dans 223 jours, c'est la Coupe du Monde qui débutera en France avec un certain France-Nouvelle-Zélande. Et comme on le fait depuis le début du mois de janvier sur Sud Radio, on se projette sur cette échéance. Aujourd'hui, notre invité, c'est Joël Judge, le Head Referee Manager à World Rugby, en gros le patron des arbitres. Bonsoir Joël. Bonsoir. Les arbitres, oui, ils seront les éléments clés de cette Coupe du Monde. Ils vont faire qu'elle sera peut-être belle ou très belle, hein, parce qu'ils, ce sont eux les maîtres du jeu. Est-ce que vous, le patron des arbitres de World Rugby, vous préparez spécialement votre équipe d'arbitres? Alors François, si je peux me permettre, on n'est pas les maîtres du jeu. Les maîtres du jeu, ce sont les équipes, les joueurs. Et nous, on va essayer d'accompagner ces matchs et on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice en accompagnant le jeu, tout simplement, et en mettant un cadre de référence pas trop étroit, pas trop large, juste arbitrer ce qui est devant nous. Mais ceux qui font le jeu, ce sont les équipes en priorité.
Est-ce que déjà vous avez arrêté le nombre d'arbitres que vous aurez à la Coupe du Monde au mois de septembre? Nous avons réduit ce nombre, puisque nous avons 15 matchs pour 3 nations, nous avons 15 arbitres, donc la compétition est encore ouverte, sachant qu'on va retenir 12. On en a déjà éliminé quelques-uns, et puis là, il y en a 3 autres qui vont rester suite à cette 6 nations, il y en a 3 autres qui vont rester sur la touche. Est-ce qu'on se souvient qu'au Japon, il y a 4 ans, il y avait pas mal d'arbitres français? Est-ce que les Français sont encore bien représentés? La configuration est complètement différente. Il y a eu des arrêts, des arrêts importants du côté français. Donc évidemment, on ne pourra pas retrouver la même configuration en France. Sur le jeu à proprement parler, on se souvient que 2015 avait été peut-être l'une des plus belles Coupes du Monde. C'est passé en Angleterre. Vous étiez déjà à la tête des arbitres. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis ce moment-là, et est-ce qu'il y a des choses que vous voulez promouvoir, vous, dans l'application de la règle? Des choses ont changé, oui. L'environnement a changé. La prise de conscience du jeu déloyal et l'augmentation du jeu déloyal, enfin en tout cas du possible jeu déloyal, pas en tant que évidemment bagarre générale, etc. On a très bien vu que grâce à la vidéo, c'était plus possible. Mais un jeu déloyal que nous avons lorsque nous avons des plaquages, lorsque nous avons des déblayages. Donc là, il y a une prise de conscience collective. Il y avait au Japon un principe qui était fait. C'était plus qu'un principe, c'était une façon d'arbitrer le jeu déloyal qui a été mal perçu. Ça avait été fait trop rapidement parce qu'en France, justement, il y avait eu des problèmes majeurs. On se souvient de cas dramatiques. Et donc, World Rugby avait travaillé un peu dans l'urgence. Et ce protocole sur le jeu déloyal n'était pas bien digéré, pas bien apprécié par les joueurs, par les entraîneurs et bien sûr par les arbitres. Donc, évidemment, on a eu des confusions, on a eu des mauvaises décisions. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette vue d'ensemble. La dynamique est complètement différente. Maintenant, ce protocole s'appelle le Head Contact Process et c'est quelque chose qui est assez digéré par les arbitres. Donc, on espère qu'on arrivera à maîtriser et à donner des décisions appropriées sur le jeu déloyal. Le jeu déloyal va rester évidemment une des priorités pour la Coupe du Monde. Et notamment ces phases de jeu, effectivement, de plaquage, ces plaquages hauts et aussi le jeu aérien, quand les deux joueurs notamment vont à la rencontre du ballon dans les airs et que parfois il y a des télescopages plus ou moins dangereux, voilà, où on essaie toujours, et c'est peut-être un peu l'esprit de la règle, si on peut globalement l'expliquer, de chercher des circonstances atténuantes, ou en tout cas de voir par rapport à un texte précis, de voir un peu comment on peut atténuer la sanction. C'est un peu ça la démarche d'un arbitre? Absolument. Et il y aura toujours la volonté, lorsqu'il y a un contact tête-tête ou alors épaule-tête, de voir s'il y a des circonstances atténuantes. À savoir que parfois les défenseurs n'ont pas le temps de se positionner. Lorsqu'on a des changements d'appui soudains, évidemment le plaqueur se retrouve surpris d'avoir un attaquant qui vient sur lui alors qu'au départ l'attaquant devait partir peut-être dans le sens opposé. On doit arriver à comprendre ces dynamiques-là pour être le plus juste possible avec et l'attaquant et le défenseur. Il y a quand même aussi cette Coupe du Monde qui approche, on en parlait, 223 jours, et votre squad d'arbitres, votre groupe d'arbitres, j'imagine que vous le suivez régulièrement. Ça se passe comment le suivi? C'est des stages ou alors c'est des visios? Comment vous faites pour garder le lien, vous, à la tête de World Rugby, avec ce panel d'arbitres? Nous avons des visios évidemment régulières. Des appels téléphoniques réguliers, et puis là sur ces derniers 6 mois, nous les observons en Coupe d'Europe au niveau de l'URC, vous savez, la Ligue 7, le championnat de la Ligue 7 avec les équipes sud-africaines, donc on les suit de plus près, sachant qu'évidemment l'attention maximale sera portée pour les 6 nations, qui est une compétition majeure, et puis où les derniers tickets d'accès pour la Coupe du Monde seront donnés. Donc on essaie de le suivre, on a des superviseurs, dans mon staff j'ai des gens qui sont capables de regarder les divers championnats afin de prendre les meilleurs. Votre staff, parce que vous êtes combien justement à coordonner cette préparation des arbitres pour 2023? Dans le staff, nous sommes 7 personnes. D'accord, et qui sont répartis, on va dire... Vous avez un Sud-Africain, vous avez 2 Sud-Africains, un Néo-Zélandais, un Anglais, un Gallois, un Australien. Donc ça fait du monde.
Et vous arrivez à trouver de la cohérence, parce que souvent, ce qui désarçonne un peu l'amateur de rugby, c'est qu'il y a parfois un manque de cohérence, on va dire, d'un championnat à l'autre, d'une compétition à l'autre, et puis même d'un match à l'autre dans une même journée de championnat. Ça doit être le plus dur finalement à essayer d'établir. C'est le challenge numéro 1, enfin le numéro 2 après le jeu déloyal. Vous l'avez très bien dit, on peut avoir de l'incohérence à travers deux arbitres de la même nation, à travers un seul arbitre durant le même match. Et c'est un vrai challenge d'être cohérent du début de la première minute jusqu'à la 80e. Évidemment, cette cohérence fait appel au background que nous avons, à la formation initiale que chacun peut avoir. Et on essaie d'harmoniser cela. Le gros défi sera avec l'hémisphère sud, toujours, parce que l'hémisphère sud a une approche différente sur le jeu déloyal, est opposé au carton rouge, ne conçoit pas qu'on puisse jouer un match à 15 contre 14. Donc évidemment, mes arbitres vont débuter le rugby championship, pas le rugby championship, mais le super rugby, en février, avec des consignes qui seront un peu différentes de celles de World Rugby. Et ça, c'est un autre challenge pour nous. Dans l'hémisphère sud cette année aussi, il y a quelques mois, la Coupe du Monde féminine qui a été un grand succès populaire, aussi un grand succès de l'arbitrage avec des arbitres, excepté les arbitres vidéo, mais qui étaient toutes des arbitres féminines. Est-ce qu'il y aura des femmes dans votre panel à la Coupe du Monde 2023 ? Alors en 2014, c'est déjà le cas. Nous avions une Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'est déroulée à Paris. Et on avait que des arbitres féminins. Ça a été un immense succès en Nouvelle-Zélande, et par le jeu pratiqué et la façon dont les matchs ont été arbitrés. On a pour l'instant, nous n'avons qu'une fille qui sera en compétition avec les hommes au niveau de l'arbitrage vidéo. Mais c'est quelque chose. C'est Joy Neville. C'est Joy Neville qui sera en compétition avec les autres, puisqu'elle est désignée régulièrement. Pour être désignée à la Coupe du Monde de 2023, il faut être désigné dans les 3 dernières saisons sur tous les matchs internationaux. Mais c'est quelque chose que nous regardons très près, parce que nous pensons avoir des filles capables de pouvoir rivaliser avec les hommes de manière très proche. Oui, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune contestation Coupe du Monde féminine. Ça a été très bien arbitré et surtout dans une certaine cohérence quand même. Joël, il faut le souligner. Et donc, on suivra Joy Neville, l'Irlandaise, dans ce panel des arbitres de la Coupe du Monde 2023. Vous savez que sur Sud Radio, on suit le rugby bien sûr, la Pro D2, le Top 14, et puis voilà, on remarque aussi des dégradations un peu dans l'esprit du jeu. Et alors il y a un truc qu'on a monté, c'est tout à fait virtuel on va dire, mais la ligue anti-petit train. Voilà, on ne supporte pas de voir ces petits trains dans les rucks après les renvois et notamment les coups de renvoi. Voilà, pour organiser les sorties de camp. Est-ce qu'on peut combattre cette action là où on voit des joueurs s'enchaîner un petit peu comme ça pour permettre au demi de mêlée d'avoir une bonne distance pour dégager son camp et administrer son coup de pied? Alors, vous l'avez bien compris, nous ne sommes pas responsables de cette façon de jouer. Nous le subissons, nous aussi. C'est une question qu'il faudrait présenter aux entraîneurs et aux joueurs. Nous l'apprécions peu, mais il faudra faire avec, parce que les règles ne changeront pas d'ici la Coupe du Monde. Donc, nous avons des observables lorsque les gens ne sont pas liés. On communiquera que le ballon est disponible, mais c'est une phase de jeu qui est pénible, parce qu'elle ralentit considérablement la dynamique d'une action. Et c'est vrai que le législateur devra se pencher sur ce problème-là après la Coupe du Monde. J'ai l'impression, Joël Juge, que vous pourriez adhérer à cette ligue anti-petit train sur Sud Radio, en tout cas. Voilà, mais bon, en tout cas, on observe. C'est vrai qu'il y a quand même toujours, et c'est aussi la force du rugby, l'esprit et la règle. On a toujours l'impression quand même que dès qu'il y a un observable qui est un petit peu encouragé par le corps arbitral, il y a tout de suite un biais qui est trouvé par les entraîneurs et les joueurs. Je le dis régulièrement, le jeu a toujours un temps d'avance sur la règle. Et donc, nous avons des entraîneurs professionnels dans le monde entier qui pensent et qui réfléchissent beaucoup sur la façon de jouer, la façon d'appréhender les règles. On a maintenant des arbitres, notamment en France, qui viennent renforcer les staffs. Et il est évident que les comportements bougent, et ça bouge très très rapidement. Donc le législateur doit toujours être en éveil pour pouvoir améliorer ces règles et pour rendre un spectacle meilleur.
Comment faire pour couper l'activité de Rassi Erasmus sur les réseaux sociaux, qui peut aussi perturber une Coupe du Monde? Voilà, si des entraîneurs ou des directeurs du rugby des fédérations sont aussi durs avec les arbitres, est-ce que ça fait partie des choses qu'il y aura des sanctions à la Coupe du Monde? Il va y avoir évidemment un cahier d'échange assez précis pour et les joueurs et les arbitres, les entraîneurs, etc. Mais là, cette question-là a été donc passée entre les mains de World Rugby. Et nous verrons ce qu'il en sera. Et il est évident que les réseaux sociaux sont un peu problème aujourd'hui. Bon, alors on va en tout cas se délecter de cette Coupe du Monde dans 223 jours. Donc pression pour vous, patron du jeu entre guillemets, enfin en tout cas des règles et du corps arbitral. Voilà, il faut qu'elle soit belle cette Coupe du Monde dans le jeu. Bien sûr, c'est une excitation et en même temps une appréhension comme lorsque vous êtes joueur ou lorsque vous êtes arbitre, vous avez de rentrer sur le terrain, vous êtes terriblement excité et puis en même temps vous avez cette petite peur qui fait que vous allez vous transcender et j'espère qu'on va se transcender. Elle peut être merveilleuse cette Coupe du Monde, mais elle peut être également très difficile, très délicate pour nous. Alors, on va essayer de l'aborder de la meilleure façon qui soit et puis travailler dur. Et puis apprécier également tous les moments, parce que ce sont des moments de plaisir. Et même si on doit être performant, il y a du plaisir à prendre dans la performance comme ça. Merci Joël Jude d'avoir été avec nous. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas d'arbitre français en finale le 28 octobre 2023. Ça voudrait dire que la France y sera. Voilà, et puis on espère surtout qu'on va se régaler. Merci à vous d'avoir été en direct sur Sud Radio. À très bientôt sur notre antenne. Et puis très bonne Coupe du Monde à partir du 8 septembre. On continue bien sûr d'en parler sur Sud Radio. Sud Radio aime le rugby. Alexandre Priam. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Et pourquoi pas? La chronique de Philippe Spanghero, très américaine aujourd'hui, à la fois cassoulet et hamburger. Et pourquoi pas les deux en même temps? Et pourquoi pas? Bon, on sait un peu pourquoi quand même. Cholestérol, tout ça. Philippe Spanghero qui nous rejoint. On va parler innovation. On va surtout parler partenariat, engagement du Stade Toulousain, parce que après Clermont, c'est avec la Nouvelle-Orléans, mais dans un partenariat qui est quand même moins dominant, moins prédominant, moins costaud entre l'équipe donc de Nola Gold Nouvelle-Orléans en MLR, la première division américaine. On parle de rugby et l'ASM Clermont-Auvergne. Il y a un autre club français qui arrive, donc c'est le Stade Toulousain. Et c'est historique puisque le Stade Toulousain arrive donc aux États-Unis pour s'associer avec les Utah Warriors. Oui, c'est exactement ça. L'annonce a été faite cette semaine. C'est un partenariat ambitieux que vient de nouer le Stade Toulousain avec les Utah Warriors. Alors, quelques éléments de contexte. Le Stade Toulousain a en ligne de mire cette Coupe du Monde aux États-Unis en 2031. Alors, ça peut paraître loin. Et féminine en 2033. Et féminine en 2033. Ça peut paraître loin, mais à la fois, ça l'est pas vraiment quand on a envie de construire vraiment les choses et d'être efficace et prêt à l'approche de cet événement, puisque tu le sais certainement mieux que nous, Alex, mais les Américains auront certainement à cœur d'être performants pour recevoir cet événement sur et en dehors du terrain. On voit aussi que le championnat américain se structure avec cette organisation de ligues fermées, cette spéculation qu'il y a aussi sur les franchises. On voit que la valeur des franchises de MLR a augmenté de façon très significative ces dernières années. Donc, à la vue de tous ces éléments, le Stade Toulousain a décidé de se lancer avec une vision donc moyen-long terme. Et ce partenariat, il va avoir plusieurs aspects. Le Stade Toulousain dit croissance commerciale, opérationnelle et sportive. Est-ce que c'est dans cet ordre-là, justement? Pour moi, oui. Commercial, bien sûr, pour une raison assez simple. C'est la force de la marque Stade Toulousain qui doit pouvoir s'exporter. Et c'est aussi un intérêt pour le Stade Toulousain
d'aller chercher, d'aller draguer des marques françaises qui n'ont pas forcément d'appétence pour le rugby ici, mais qui ont des enjeux aux US et qui pourraient se servir de cette exportation de la marque Stade Toulousain là-bas pour avoir envie de s'associer au côté français et à l'image et de performance, de récurrence dans la durée du Stade Toulousain. Donc en ça, il y a un enjeu commercial. Il y a un deuxième enjeu commercial qui concerne la Stade Toulousain Academy, qui connaît un développement assez fort avec plusieurs projets à l'international pour structurer vraiment les choses avec la compétence des Utah Warriors sur le territoire américain pour développer la Stade Toulousain Academy pour les camps. Et puis ensuite opérationnel, parce qu'en effet, là pour le coup, il y a aussi beaucoup à apprendre des Américains sur tout ce qui concerne l'entertainment. Et donc, il y a aussi un partage d'expérience, que ce soit sportif ou opérationnel dans la façon de voir le sport et de le mettre en valeur. Et puis enfin sportif, parce qu'il faut que tout ça ait quand même un lien avec le rugby. Et donc là aussi, il y a des échanges qui sont prévus. Et le Stade Toulousain doit aller jouer des matchs régulièrement aux US, donc a priori peut-être en fin d'année contre la sélection américaine. Voilà, donc beaucoup de choses à noter. C'est vrai que d'un point de vue américain, le rugby ici et la non-qualification des Eagles pour la Coupe du Monde en France en 2023, ils ont échoué à 3 reprises quand même pour se qualifier, ce qui est presque un running gag. Ça a été très très mal vécu par la fédération américaine, par Joe Biden aussi, qui est plutôt très proche du rugby aux États-Unis, et de l'argent a été débloqué. Ils veulent tout simplement un quart de finale en 2031. Ils veulent être capables de se qualifier lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2031, ce qui revêt d'un objectif quand même très élevé pour le rugby américain, qui débloque beaucoup d'argent du côté de la MLR. Et je pense, je sais pas comment tu le vois, Philippe, est-ce que ce que vient de faire le Stade Toulousain, d'autres clubs de top 14 vont le faire ensuite, d'après toi? On a ouvert une porte pour toi? Alors, on a ouvert une porte. Après, très peu de clubs ont la capacité du Stade Toulousain à vraiment en générer des revenus. Paris, certainement, avec la vitrine, bien sûr, de la capitale, etc. Mais Caprisson, qui est très implanté, par exemple, aux États-Unis, qui est l'entreprise du propriétaire du Stade Français Paris. Oui, qui a été un des premiers, d'ailleurs, à utiliser le marketing sportif avec Mohamed Ali, avec un coût exceptionnel à l'époque. C'est comme ça qu'a démarré l'histoire de Caprisson aux États-Unis. L'histoire est quand même magnifique. C'est à regarder pour ceux qui aiment un peu le marketing sportif. Oui, voilà, quelques clubs, mais qui par leur sponsor ou par l'attrait de leur ville ont des enjeux. Mais je crois que peu ont la capacité et l'ambition que peut avoir le Stade Toulousain par ce partenariat. Et on soulignera aussi que, assez symboliquement, il y a quand même un joueur dans l'effectif du Stade Toulousain, David Aynou, qui est international américain, et ça renforce aussi l'histoire de ce partenariat. Sud Radio aime le rugby. Alexandre Priam. Avant ce match ce soir entre le Racing 92 et La Rochelle, on revient sur la 18e journée de Pro D2 avec bien les résultats d'ailleurs de cette 18e journée de Pro D2, avec le succès de Mont-de-Marsan sur la pelouse d'Oyonnax 26-25. La victoire aussi à l'extérieur, parce qu'il y en a eu des victoires à l'extérieur, celle de Béziers à Provence Rugby 44-25. Pas de point de bonus offensif pour les Biterrois. Nevers a battu Vannes 24-22. Colomiers s'est imposé face à Soyer-Angoulême 25-21, et puis des succès à domicile pour Carcassonne face à Rouen 15-3, pour Agen face au Biarritz Olympique 27-17, et puis aussi pour Massy face à Montauban 21-10. Comment ça se passe? Eh bien, on fait nos avertissements, nos compliments, nos félicitations. Nos deux spécialistes ce soir sont Julien Thomas et Quentin Cabanis, et on attaque tout de suite par les avertissements. Mais c'est quoi ton problème? On s'est pris la tête tout le temps! Vous avez tous les symptômes de la dépression. Vie sentimentale instable, agressivité. Fais-toi prescrire des calmants. Et toi, tu ouvres le dictionnaire et tu cherches le mot avertissement. Sud Radio aime le rugby. Le conseil de classe. Non mais les gens! Ah non mais c'est les terrible. gens! J'appelle la police. Ah bah appelle-le. Allô? Quentin Cabanis extrêmement inspiré ce soir. La pépite. Et du coup,
Ah ouais, celui-là est exceptionnel. Merci Quentin. Avertissement à qui, Julien Thomas? Il me semble que tu as choisi le Biarritz Olympique qui s'est incliné hier face à Agen sur la pelouse d'Armandie. Exactement, le Biarritz Olympique qui a fait une remarquable première mi-temps, mais sans être réaliste parce que 4 essais vendangés et donc refusé 2 et qui partent d'Agen surtout en étant dominateur quasi de 3/4 du match, 100 points de défensif pour les Biarros. Et ce qui m'amène à les mettre aussi à l'avertissement, c'est qu'ils étaient 3e au classement et qui se retrouvent avec cette défaite et 100 points défensifs, 5e me semble-t-il à l'heure actuelle. Donc sur le classement. Ouais, voilà. Donc c'est l'avertissement pour le BO. Ouais, alors que Quentin, alors toi je sais Quentin que t'avais deux candidats. As-tu fait ton choix du coup? J'espérais que Julien m'aide à trancher. Je me dis, s'il en choisit un, je choisis l'autre. Bon, il m'a pas aidé. Et je t'avoue que c'était très dur pour moi de choisir ce classement sur cette journée. Il y avait beaucoup d'avertissements. Hier, c'était énorme. Beaucoup d'avertissements à mettre. Du coup, allez, je vais me rabattre sur Soyo Angoulême parce qu'ils enchaînent une nouvelle défaite et en plus, une défaite à domicile face à Colomiers, alors que ils tenaient quasiment le match tout au long de cette rencontre. Ils encaissent l'essai de la défaite en toute fin de match. Donc voilà pourquoi je mets mes avertissements à Soyo Angoulême qui s'est fait peur et ce jusqu'à la fin du match et qui va se faire peur jusqu'à la fin de saison maintenant avec cette défaite qui les rapproche un petit peu plus de la zone de relégation et de la dernière place. C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude quand même pour cette équipe du SA15 qui parfois a le match en main. C'est ce qu'on avait vu hier et puis ça glisse complètement et c'est une défaite à domicile encore une fois dans un Stade Chanzy qui pourtant a donné de la voix, il faut le dire franchement, du côté d'Angoulême. Place aux compliments. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combats ce soir, on savait qu'ils allaient nous mettre beaucoup de combats ce soir et je pense qu'ils sont venus pas pour rigoler ce soir. Compliments. Sud Radio aime le rugby, le conseil de classe. Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérangerait. Je suis fan de vous. Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi. Je vous trouve très bon. Et oui, et Julien Thomas, alors toi tu as choisi une équipe qui a fait un énorme carton à l'extérieur, sans bonus offensif, mais quand même, c'est Béziers. C'est Béziers, les Biterrois. Bon, le seul regret, bien sûr, sinon c'était les félicitations pour eux. C'était le point offensif, qu'ils n'ont pas pris. C'est joué à ça, Mais d'aller gagner avec Aix-en-Provence 44-25, 5 essais inscrits à 3 et dans le match qu'ils ont produit. Et surtout, les Biterrois, qui étaient quand même 10e, se retrouvent à la 8e place et il me semble, à 2 points du 6e. Donc, ils ont la porte, totalement de retour, là, sur la fin de saison, pour les Biterrois. Donc, oui, c'est les compliments. Les compliments pour l'ASBH. Quentin Cavanis, quel est ton choix? Moi, j'ai choisi Colomiers pour cette victoire à l'extérieur sur la pelouse de Soyo Angoulême, plus que la rencontre. C'est le scénario et le choix fort de cette équipe. En toute fin de match, ils étaient menés de 3 points. Il y avait 21-18 pour Soyo Angoulême. On choisit une première fois d'aller en touche de la part de cette équipe de Colomiers. On rate la touche. Deuxième pénalité ensuite réussie à être obtenue par cette équipe de Colomiers. A été accordé à Colomiers. Cette fois, encore une fois, on choisit d'aller en touche et sur cette touche, on va marquer l'essai de la victoire à l'extérieur et Colomiers qui au classement est actuellement 4e de Pro D2. Donc c'est pour le scénario du match, le courage des joueurs d'avoir choisi d'aller chercher cette victoire plutôt que se contenter d'un match nul qui était, puisque la pénalité elle était quasiment face au poteau, donc c'était quasiment acté pour cette équipe. Et finalement, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont été chercher cette victoire à l'extérieur. Et ça leur convenait pas, on le sentait quand même ce match nul. Et moi, ce que je trouve super audacieux, c'est que Thomas Girard, on s'en rappelle hier, quand il tape cette première pénalité pour aller en touche, il l'envoie en ballon mort. Et sur la deuxième, il trouve une touche à 5 mètres. Donc quand même courageux, sûr de sa force quand même. Thomas Girard, il s'est trompé une fois, pas deux. Et derrière, le groupe est pénétrant, l'essai. Et Colomiers, 3e succès de rang pour les Columérins qui font peu de bruit, je trouve, mais qui sont vraiment au rendez-vous du très haut de tableau de Pro D2. Place à la catégorie reine, les avertissements. Il me faut les meilleurs. J'ai ça. C'est intéressant ça. Félicitations. Sud Radio aime le rugby, le conseil de classe. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence.
l'ennemi, 113 est trop puissant. Et oui, les félicitations bien évidemment, pas les avertissements. Oui. Et ils se sont mis d'accord sans le faire vraiment. Hein. C'est chacun a fait son choix. Ils ont fait le même. C'est Mont-de-Marsan. Et je m'y joins parce que franchement, ce qu'a fait le Stade Montois, c'est colossal quand même, Quentin. S'imposer à Oyonnax. Il y a s'imposer à Oyonnax qui roule sur tout le monde depuis le début de la saison. Oyonnax, c'est que 3 défaites cette saison. Première défaite à domicile et c'est Mont-de-Marsan qui a été la chercher. Finalement, Mont-de-Marsan qui a battu 2 fois Oyonnax cette saison déjà, ce qui est pas mal sur les 3 défaites de cette équipe. En plus, il faut ajouter à ça le scénario de la rencontre avec Laoussa Spiazou qui va marquer l'essai et le transformer ensuite à la 77e minute si je me trompe pas. Donc voilà, le scénario de match, le succès chez l'ogre de ce championnat qui a toujours 14 points d'avance. On se rend pas compte de la supériorité d'Oyonnax cette saison. Mais Mont-de-Marsan est là, solide dauphin avec 5 points d'avance sur Agen et voilà, 2 succès face à l'ogre Oyonnax pour les Montois. Donc voilà pourquoi les félicitations. Ouais, tu es d'accord avec ça? Je rejoins totalement la pépite Quentin Cabanis. C'est des Montois quand même qui sont allés en plus avec une équipe un peu remaniée. Ils avaient fait tourner, donc ça prouve la qualité quand même des Montois, même dans la formation, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes issus de la formation montoise qui sont allés à Oyonnax et qui ont fait leur match, leur preuve, et surtout des Montois. Bon, même si ça change rien au classement, comme le disait Quentin, c'est une équipe qui a gagné 2 fois face à Oyo et que s'ils se rencontrent sur la finale, mentalement, psychologiquement, c'est pas la même dans un match qui serait sur la montée ou sur le titre de Pro D2. Donc c'était important pour aussi le Montois. Ouais, avec donc bien ces félicitations accordées à cette équipe de Mont-de-Marsan. On fait donc le point, les avertissements pour cette 18e journée de Pro D2. Bien cette équipe de Biarritz, du côté de Julien Thomas, Quentin Cabanis qui avait fait le choix donc au final de Soyaux-Angoulême. Compliments à Colomiers et à Béziers et félicitations donc au Stade Montois. Au classement, Oyonnax est donc leader devant le Stade Montois. 68 points pour les Oyonnaxiens, 54 pour Mont-de-Marsan, 14 points d'écart devant Agen, Colomiers, Biarritz et Grenoble jusqu'à la 6e place, 7e Vannes, 8e Béziers, 9e Nevers, 10e Aurillac qui a un match en retard, tout comme Grenoble. Le match n'a pas eu lieu hier soir à cause d'un terrain gelé. Provence 11e, 12e Rouen, 13e Carcassonne, 14e Montauban et puis la zone rouge, Soyaux, Angoulême et Massy 16e et Lanterne Rouge.